Je t'ai dit qu'on ne sert pas les mendiants ici. L'assiette s'écrasa au sol dans un fracas, répandant la nourriture fumante sur le carrelage. Clara ne broncha pas. Elle s'avança devant le vieil homme tremblant, le protégeant de son corps, comme si son tablier pouvait repousser l'humiliation. La pluie martelait les vitres. Les quelques clients restants détournèrent les yeux, feignant de n'avoir rien entendu. Elle glissa la main dans sa poche. « Prenez-le sur mes pourboires. » Mais ça ne suffisait pas. « T'es viré, dégage. » Le lendemain matin, alors que le soleil perçait les nuages, 200 soldats en uniforme se tenaient en silence devant ce même dîner. Ils n'étaient pas venus pour un café. Ils étaient venus pour elle. Clara James n'était pas du genre à se faire remarquer. Elle n'essayait pas. À 32 ans, elle s'était habituée à vivre dans les interstices des conversations, remplissant des tasses de café, essuyant des comptoirs, offrant des sourires discrets que personne ne lui rendait. Dans une ville comme Ridgefield, Kentucky, où l'usine avait fermé et où la peinture des devantures s'écaillait au ralenti, être invisible était moins un choix qu'une compétence de survie. Elle portait son tablier brun comme une armure, sa queue de cheval toujours assez serrée pour tenir le poids de la journée à distance. Le matin, elle ouvrait le Billy's Diner avant le lever du soleil. Le soir, elle le fermait longtemps après le départ du dernier habitué. Personne ne lui demandait pourquoi elle faisait des doubles services. Personne ne lui demandait grand-chose d'ailleurs. Mais Clara avait ses raisons, toutes ancrées dans un petit appartement avec une fenêtre de cuisine fissurée, un chat borgne nommé Smokey et une boîte à chaussures pleine de médailles de guerre sous son lit. Elle avait été élevée par son grand-père Henry James, un vétéran de la guerre de Corée au dos voûté, à la langue acérée et au cœur tendre comme du pain de maïs. Il avait pris sa place quand ses parents s'étaient perdus dans leur propre tempête d'erreurs. Il l'avait bercé d'histoires de discipline, de dignité et de faire ce qui est juste, même quand personne n'applaudit. Surtout dans ces moments-là. « Clara, disait-il en tirant sur sa vieille pipe, l'honneur, ce n'est pas bruyant, c'est discret, comme balayer le porche avant l'arrivée des invités, même s'ils ne viennent jamais. » Quand il mourut il y a 3 ans, le monde perdit l'un de ses meilleurs auditeurs. Clara n'avait pas beaucoup pleuré à l'enterrement, non par manque de douleur, mais parce qu'elle savait qu'il aurait voulu qu'elle reste forte. « Tiens-toi droite, chuchotait-il, même quand tu te sens petite. » Depuis, elle avait enfoui cette force au plus profond d'elle. Elle travaillait tôt le matin et tard le soir, s'occupait de Smokey, payait son loyer à temps. Ou du moins, elle l'avait fait jusqu'au mois dernier, quand sa colocataire avait perdu son emploi, disparu sans prévenir, laissant Clara avec une facture d'électricité en retard, un demi-loyer et un propriétaire sans patience. Lorsqu'elle traîna sa valise et une boîte d'essentiel dans une chambre louée au-dessus d'un garage, Smokey miaula une fois, frotta son visage cicatrisé contre son mollet et s'installa dans un tiroir tapissé d'un torchon. Cette nuit-là, Clara fixa le plafond, une main sur le flanc du chat, et se promit qu'elle s'en sortirait encore. La nouvelle chambre était à peine mieux qu'un box de stockage, une prise crépitait si elle la regardait de travers. Le robinet de la salle de bain hurlait comme une banshee. Ses économies, exactement 64 $ et 38 cents et en baisse. Pourtant, elle se levait à 5 heures du matin, marchait jusqu'au dîner sous la pluie, souriait aux clients qui laissaient des pièces en guise de pourboire et ramenait une cuillère de thon à Smokey dès qu'elle pouvait en chipper dans la réserve. Les gens de la ville disaient que Clara James était une fille discrète, mais ce qu'ils voulaient dire, c'est qu'elle ne demandait rien. Elle ne se plaignait pas quand on renversait du café sur ses chaussures, ne tressaillait pas quand le cuisinier aboyait ses ordres dans un nuage de graisse, ne discutait pas quand son salaire arrivait amputé et que le patron lui disait d'être reconnaissante d'avoir un travail. Mais ce qu'il ne voyait pas, c'est que Clara remarquait tout. Elle voyait quels habitués semblaient plus seuls après leur repas. Elle voyait les bleus inexpliqués sur le nouveau plongeur. Et elle remarquait surtout ceux qui entraient, trempés par la pluie, demandant seulement de l'eau sans jamais croiser son regard. Sa vie était un patchwork de petites gentillesses et de fardeaux invisibles qu'elle portait sans se plaindre. Parfois, tard le soir, elle tenait les plaques d'identification de son grand-père dans une main, Smokey dans l'autre, et chuchotait « On va bien, on va encore bien ». Mais la vérité, c'est qu'elle était fatiguée. Pas seulement épuisée dans ses os, mais lassée dans son âme de faire semblant, d'avaler les injustices, d'observer le monde depuis les coulisses. Elle n'espérait pas de miracle, elle voulait juste que le toit ne fuit pas encore. Pourtant, ce mardi soir pluvieux, aussi calme que les autres, quand la porte du dîner grinça et qu'un homme trempé, tremblant,
en vieux manteau militaire, entra en boitant, Clara ne vit pas un étranger. Elle vit son grand-père. Et à cet instant, quelque chose changea. Pas dans le monde, mais en elle. La pluie tombait en biais quand la porte s'ouvrit. Le vent balaya une bouffée d'air froid dans le dîner et tous les clients tournèrent la tête, ne serait-ce qu'un instant. Un homme se tenait dans l'embrasure, trempé jusqu'aux os. Son manteau, autrefois vert militaire, pendait en lambeaux, alourdi par l'eau. Un insigne délavé de l'US Army s'accrochait à peine à la manche. Sa barbe était grise, clairsemée, négligée. Sa jambe gauche traînait légèrement, enveloppée de gaz usés. Ses mains, tremblantes en retirant un bonnet tricoté, étaient couvertes de callosité, les jointures marquées et enflées. Il serrait un petit sac en papier contre sa poitrine comme s'il était en cristal. Clara, derrière le comptoir, essuyait une tache de ketchup tenace. Elle ne tressaillit pas. Elle vit son hésitation, son regard balayant la pièce, pas pour une table mais pour une autorisation d'exister. La plupart des clients détournèrent les yeux, soudain absorbés par leur café ou leur téléphone. Une serveuse en savant Clara avait dit un jour « Ces gens-là ne veulent pas d'aide, ils veulent de l'attention ». Clara n'y avait jamais cru. Ces gens-là, pensait-elle, essayaient juste d'être invisibles. Il se dirigea vers un box dans le coin le plus éloigné, discrètement, respectueusement. Il ne s'assit pas, resta debout près du dossier, une main posée dessus comme pour s'appuyer. Clara s'approche, torchon en main, son tablier déjà humide de son service précédent. « Bonsoir, dit-elle doucement, je peux vous apporter quelque chose de chaud ?» L'homme ne la regarda pas tout de suite. Ses yeux étaient fixés sur le sol, comme s'il craignait que sa seule présence le fasse expulser. Quand il releva enfin la tête, Clara perçut un éclat de douleur et de fierté se disputant dans son regard fatigué. « Juste un verre d'eau chaude, madame, dit-il doucement. Et peut-être si vous avez un bout de pain destiné à la poubelle. » Sa voix se brisa, non par faiblesse, mais sous le poids de la demande. Clara retint son souffle. Elle avait entendu presque ces mêmes mots dans les récits de son grand-père, racontant une nuit pluvieuse à Busan en 1952, quand un inconnu l'avait nourrie. Elle hocha la tête. « Je vais voir ce que je peux faire. » Dans la cuisine, une commande retournée attendait sous la lampe chauffante, poulet et raviolis, intacts. Elle le plaça soigneusement sur une assiette, ajouta du pain beurré et versa une tasse de café noir. Elle posa le tout sur un plateau avec une petite serviette en tissu et revint comme si c'était la chose la plus normale au monde. « Ça vient d'être renvoyé, » dit-elle en posant le plateau devant lui. « C'est encore chaud. » Il leva les yeux, surpris. « Je peux pas payer. » Elle l'interrompit avec un sourire. « C'est déjà payé. Et le café, c'est pour moi. » L'homme fixa le plateau, hésitant entre pleurer et fuir. Puis, lentement, il enroula ses doigts autour de la tasse. « Vous me rappelez ma femme, » murmura-t-il. Elle faisait des choses comme ça, disait que tout le monde mérite un peu de chaleur, surtout ceux qui ont trop connu le froid. Clara cligna des yeux, retenant ses larmes. De l'autre côté de la salle, le propriétaire du dîner les repéra. Ses yeux se plissèrent, sa bouche déjà prête à lâcher des mots plus bruyants que la tempête dehors. Mais à cet instant, Clara ne pensait ni aux règles, ni aux conséquences. Elle pensait à l'homme devant elle, quelqu'un qui avait visiblement combattu pour un pays qui maintenant l'ignorait. Il mangea lentement, avec gratitude, tenant sa fourchette comme si elle pesait une tonne. Il mâchait, chaque bouchée comme si c'était sa première nourriture solide depuis des jours. Clara remarqua qu'il se tenait droit, malgré la douleur dans sa jambe. Il ne se plaignit pas, ne quémanda pas, ne blâma personne. Quand il termina, il leva des yeux humides et chuchota. « Vous venez de sauver une âme ce soir, mademoiselle, peut-être brisée, mais pas oubliée. » Il fouilla dans la poche intérieure de son manteau et en sortit une plaque militaire rouillée, la chaîne usée et terne. En la pressant dans sa main, il dit « Je m'appelle Ellie Turner. Si je ne passe pas l'hiver, je veux que quelqu'un sache que j'ai existé. » Et sur ces mots, il se leva et disparut dans la tempête, sa silhouette engloutie par le gris. Clara resta figée, la plaque chaude dans sa main malgré le froid. Elle ne savait pas ce que le lendemain apporterait. Le loyer était toujours dû. Smokey avait besoin de nourriture. Le monde continuait de tourner dans son indifférence habituelle. Mais quelque chose en elle avait changé. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle venait de faire quelque chose qui comptait, même si personne d'autre ne le remarquait. Le claquement de la porte d'entrée brisa l'instant comme du verre. Clara eut à peine le temps de se retourner qu'une voix retentit, aiguë, forte, trempée de dégoût. « C'est quoi ce bordel ?»
C'était Wayne Baker, le propriétaire du diner. Sa silhouette massive emplissait l'embrasure de la cuisine, ses yeux fixés sur l'assiette vide, là où Eli Turner s'était assis. La vapeur du repas terminé flottait encore, comme pour la défendre. Clara se tint droite, la plaque militaire bien à l'abri dans sa poche. « C'était un vétéran, monsieur, » dit-elle calmement. « Il a demandé de l'eau chaude et un bout de pain. Je lui ai donné de la nourriture qui allait être jetée. » La voix de Wayne monta, assez forte pour faire tourner les têtes des quelques clients qui se hâtèrent de regarder ailleurs. « C'est pas une œuvre de charité, Clara. Je t'ai déjà dit, si les gens voient qu'on nourrit les clochards gratis, ils vont croire qu'on est une soupe populaire. » Un couple d'âge mûr dans un coin se tut, remuant son café avec une lenteur exagérée. Personne ne croisa son regard, personne ne parla. Clara inspira profondément. « J'ai payé le café, vous pouvez le prendre sur mes pourboires. » Wayne frappa le comptoir de sa paume, un bruit comme un coup de feu. « J'ai dit non, aboya-t-il. Tu me fais passer pour un faible devant les clients. Tu décides pas comment je gère mon affaire. » Puis vint le coup final. « T'es viré, tout de suite, prends tes affaires et dégage. » Son doigt pointa la porte comme une lame. Le dîner devint plus froid à cet instant, pas à cause de la pluie dehors, mais à cause de ce qui manquait à l'intérieur. La décence, le soutien, quelqu'un prêt à dire un mot pour elle. Les mains de Clara tremblaient en détachant son tablier. Elle n'était pas surprise, pas vraiment. Déçue, oui. Blessée, absolument. Mais surprise, non. Ce qui faisait plus mal que les cris, c'était le silence des autres. Et la femme dans le coin se pencha vers son mari et chuchota. Voilà ce qui arrive quand on attire des ennuis. Quelqu'un d'autre s'éclaircit la gorge, s'agita sur son siège et replongea dans le menu comme si rien n'importait. Personne ne se leva, personne ne dit qu'elle avait raison. Personne ne la remercia. Elle sortit sous la pluie battante, ses chaussures en toile furent trempées en quelques secondes, ses cheveux collés à son front. Elle serra son sac contre elle, mais son dos resta droit, comme son grand-père le lui avait appris. Dehors, sous l'auvent, son cœur battait fort. Elle ne pleura pas. Elle ne pouvait pas se le permettre. Pas maintenant. Un bruissement attira son attention. Dans l'allée à côté du dîner, le vétéran réapparut, boitant vers elle avec effort. Son souffle était court, mais ses yeux portaient encore cette flamme discrète. « J'ai vu ce qui s'est passé, dit-il. J'aurais pas dû vous laisser payer pour moi. » Clara secoua la tête. « Vous n'avez rien fait de mal. » Il fouilla à nouveau dans son manteau et pressa la plaque militaire dans sa main. « Vous avez sauvé une âme brisée, dit-il d'une voix rauque. Vous m'avez rappelé que je n'étais pas invisible. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il se retourna et disparut dans la pluie. Cette nuit-là, Clara s'assit dans sa petite chambre, Smokey blotti contre sa hanche. Ses vêtements humides pendaient sur une chaise. La seule lumière venait d'un lampadaire filtrant à travers les stores. Sur l'écran fissuré de son téléphone, elle actualisa son compte bancaire. 42$ et 12 cents. Le loyer était dû dans 10 jours. Pas d'emploi, pas d'assurance santé, pas de plan B, mais elle avait autre chose, du courage. Et étrangement, dans un monde qui venait de la rejeter, cela semblait être une forme de richesse. Elle prit la plaque militaire, lisant le nom gravé sur le métal usé, Turner, Eli G, numéro de série F472. Le reste était presque illisible. Elle suivit les lettres du pouce, se demandant où il avait servi, ce qu'il avait perdu, et pourquoi ce pays, cette ville, pouvait si facilement l'oublier. Le lendemain matin, son monde changea à nouveau. Elle ignorait qu'un adolescent avait filmé la scène jusqu'à ce que la vidéo devienne virale. Une vidéo floue, tremblante, prise de l'autre côté du dîner, montrait Clara debout avec une résolution tranquille, le doigt du patron pointé vers la porte, sa voix forte et laide. À midi, elle s'était répandue comme une traînée de poudre, mais pas comme Clara l'aurait imaginé. Les commentaires étaient cruels. Les règles sont les règles. Elle aurait dû demander la permission. Elle a sûrement déjà donné de la nourriture avant. Peut-être qu'elle volait. Ses anciens collègues la supprimèrent de leurs amis. L'un d'eux lui envoya un message privé. « Toujours à jouer les héroïnes, hein ? Ça te réussit bien, dis donc. » Clara postula à 3 autres dîners ce jour-là. Aucun ne la rappela. Dans l'un d'eux, le gérant la regarda, marqua une pause et dit doucement « On ne peut pas se permettre l'attention, ma petite. Rien de personnel ?» Un autre ne la laissa même pas finir sa candidature, repoussant le formulaire vers elle avec un signe de tête vers la porte. À la tombée de la nuit, elle erra dans le centre-ville froide, humide, épuisée. La plaque militaire pesait lourd dans sa poche. En passant devant un abribus, elle vit Eli Turner recroquevillé sous une bâche en plastique, essayant de dormir, un bras sur sa poitrine, l'autre autour de son sac en papier.
Clara s'agenouilla près de lui, posa un petit paquet enveloppé de journal, un demi-sandwich, tout ce qu'elle avait, et murmura « Merci de ne pas m'avoir oublié ». Puis elle se retourna et s'éloigna, sans savoir qu'un véhicule militaire noir s'était arrêté au coin de la rue. À l'intérieur, un homme en uniforme l'observa partir et passa un appel. La pluie cessa juste avant l'aube, laissant une ville nettoyée par le silence. Les rues scintillaient de flaques réfléchissant la première lumière dorée, perçant les nuages bas. Le centre-ville de Ridgefield dormait encore, les vitrines sombres, les feux clignotant en jaune dans l'air chargé d'une odeur de bitume mouillé, et d'autre chose, l'anticipation. À 6h45 précise, un grondement commença. Pas celui des moteurs ni des pas, mais celui d'une présence. Une à une, des SUV noirs s'alignèrent dans la rue principale, formant une procession silencieuse qui s'arrêta devant le Billy's Dinner. Le premier à descendre fut un homme en uniforme impeccable de l'US Army, la poitrine ornée de médailles, les épaules droites comme s'il portait encore un champ de bataille. Il s'arrêta devant la porte du dîner et attendit. Derrière lui, comme une page de cérémonie se dépliant, ils arrivèrent. Une ligne de soldats, par rangées, en uniforme complet, émergea des véhicules et des ruelles. Armée, Marines, Navy, Air Force, tous en formation parfaite le long de l'entrée du dîner, s'étendant sur tout le pâté de maison, immobile, silencieux. Nul n'eut besoin de dire aux passants de s'arrêter pour regarder. Les voitures ralentirent, les piétons se figèrent, les commerçants jetèrent un œil par leurs vitrines. Dans une ville où il ne se passait jamais rien, c'était quelque chose. À l'intérieur, Wayne Baker finissait de remplir les porte-serviettes quand la cloche au-dessus de la porte tinta. Il leva les yeux et faillit lâcher le verre qu'il tenait. L'officier en uniforme se tenait droit dans l'embrasure, le regard dur, l'expression indéchiffrable. « Je voudrais parler au propriétaire, dit-il. » Wayne s'avança, soudain blême. « C'est moi. » La foule dehors grossissait, attirée par les chuchotements et les téléphones. L'officier retira son képi. « Je suis le colonel Matthew Turner, fils d'Ellie Turner. » Le silence claqua comme un coup de tonnerre. La bouche de Wayne s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Le colonel continua, sa voix calme mais autoritaire. « L'homme que vous avez humilié ici hier, c'est la raison pour laquelle je suis vivant. » L'air s'alourdit, même la cuisine s'était tue. En 2007, lors de ma 3e mission en Irak, notre convoi a été pris en embuscade. Mon véhicule a été touché, 12 d'entre nous étaient coincés. Votre mendiant m'a porté sur 3 miles sous le feu ennemi, avec des éclats d'obus dans sa propre jambe. Il a refusé d'être soigné avant que nous soyons tous en sécurité. Il sortit de son manteau une citation laminée. « L'étoile d'argent. C'est la sienne. » Les yeux de Wayne balayèrent de la salle, cherchant un soutien, n'importe qui. Personne ne bougea. « Il a refusé de l'aide pendant des années, » poursuivit Turner, la voix légèrement brisée. « Après la mort de ma mère, son TSPT a empiré. Il a disparu. On l'a cherché pendant des mois, et maintenant, dit-il en s'approchant du comptoir, on le trouve ici, nourri, abrité, pas par le système, pas par la ville, mais par une serveuse que vous avez virée. » Des murmures s'élevèrent dehors, les téléphones capturant chaque mot, les hashtags déjà en train de naître. Michael Rutherford a gagné des médailles dont la plupart des hommes ne rêvent même pas, continua Turner, retrouvant un rythme plus ferme. Mais il m'a dit un jour, les médailles ne nourrissent pas les affamés. Alors il a mis son étoile d'argent en gage pour acheter de la nourriture à une famille sans abri. Il marqua une pause, puis ajouta « La serveuse qui s'est dressée pour lui hier m'a rappelé le pays qu'il pensait avoir perdu. » À ce signal, un jeune caporal entra, tenant une petite boîte noire. À l'intérieur, la médaille qu'Ellie avait mise en gage. Turney se tourna vers la porte. « Amenez-la ici. » Clara n'avait aucune idée de ce qui se passait jusqu'à ce qu'on frappe à la porte de sa chambre au-dessus du garage. Une journaliste locale, essoufflée, se tenait là, une équipe de tournage derrière elle. « Il vous demande ?» dit-elle. « Les soldats. Tout le quartier est bouclé. Le colonel Turner. Vous devez venir maintenant. » Clara crut qu'elle rêvait, mais la foule, les regards, les uniformes, les saluts étaient bien réels. En approchant du dîner, la ligne de soldats s'écarta légèrement. Puis, d'un seul mouvement, ils levèrent tous la main droite à leur front. 200 soldats la saluant, elle, une serveuse. Clara se figea, la gorge serrée, le souffle coupé. Personne ne parla, ce n'était pas nécessaire. Le colonel Turner s'avança, présentant la médaille. « Mon père voulait que vous l'ayez. » Clara secoua la tête fièrement tremblante. « Je ne peux pas. »« Ce n'est pas à moi. »
Turner la plaça doucement dans sa main. Maintenant, si. Les retombées furent rapides. Le dîner ferma le lendemain, les fournisseurs annulèrent leur contrat. Le personnel démissionna. Des groupes de vétérans manifestèrent devant l'entrée. Wayne Baker disparut de la ville en quelques semaines. Mais Clara ne fanfaronna pas, ne fit pas de déclaration, ne posta rien sur les réseaux. Elle se contenta de reprendre ce qu'elle savait faire de mieux, servir avec une force discrète. Seulement maintenant, elle avait de l'aide. Une association de vétérans lui offrit un emploi à temps plein pour gérer une nouvelle cuisine communautaire. Les soldats qu'elle avait rencontrés ce jour-là revinrent, nombreux, pour faire du bénévolat. La file devant sa cuisine s'allongea, mais la chaleur à l'intérieur grandit aussi. Dans un coin de son bureau, une petite boîte en bois contenait un drapeau plié, une étoile d'argent et une plaque militaire qu'elle gardait toujours dans sa poche. La justice ne vient pas d'un coup, elle s'insinue lentement, comme la lumière du matin sur un rebord de fenêtre. Silencieuse, stable, inarrêtable, le dîner où Clara travaillait jadis restait sombre et vide. Son enseigne, ouverte 24 heures, s'était éteinte, une affiche allouée, décolorée par le soleil, pendait à la vitre. Pendant des années, il avait servi camionneurs, habitants et touristes. Mais après ce matin, le matin des soldats, il ne servit plus jamais personne. De l'autre côté de la ville, quelque chose de nouveau prenait racine. Dans un vieil entrepôt qui stockait autrefois des distributeurs cassés, les lumières restaient allumées tard dans la nuit. Des rires résonnaient dans les couloirs. L'odeur de chili, de pain de maïs et de café chaud flottait jusqu'aux portes. Clara était au cœur de tout cela. La Richfield Community Kitchen, gérée par une association fondée par des vétérans, lui avait offert le poste de manager une semaine. Vous aimez les histoires qui révèlent la force cachée des gens ordinaires ? Abonnez-vous à la capsule temporelle et likez cette vidéo pour soutenir notre mission de partager des récits inspirants. Après l'incident, elle n'avait rien demandé. Elle ne courait pas après l'attention, mais des gens comme le colonel Turner s'étaient assurés que son histoire soit entendue, non pour les applaudissements, mais pour rappeler au pays ce qu'est le vrai courage. Sur le papier, Clara gérait la cuisine. En réalité, c'était plus une famille qu'un travail. Des anciens soldats pelaient des pommes de terre aux côtés de mères célibataires. Des lycéens bénévoles servirent de la soupe à côté d'infirmières à la retraite. Smokey, le chat, désormais mascotte adorée, veillait surtout depuis un rebord de fenêtre, comme un général marqué par la guerre avec un seul œil et un cœur tendre. Mais le moment le plus remarquable arriva une semaine après le salut qui changea tout. Il était un peu plus de 16 heures, la cuisine ralentissait pour la journée quand la porte grinça et qu'un petit garçon, pas plus de 7 ou 8 ans, entra. Il avait les cheveux blonds, des baskets trop grandes et une expression sérieuse. Dans une main, il tenait un billet d'1 $, plié soigneusement en 3. Dans l'autre, un cookie enveloppé de papier ciré, attaché avec une ficelle. Il marcha droit vers le comptoir et leva les yeux vers Clara. « Je vous ai vu dans la vidéo, dit-il. Mon grand-père était soldat aussi. Il aidait les gens, alors je veux aider quelqu'un aussi. » Il posa le cookie et le dollar sur le comptoir. Clara s'agenouilla à côté de lui, les mains sur les genoux, retenant ses larmes. « Est-ce que je peux utiliser ça pour aider quelqu'un d'autre ?» demanda-t-il. Elle ne parla pas pendant un long moment. Elle ne pouvait pas. À la place, elle posa une main sur son cœur, comme l'avaient fait 200 soldats quelques jours plus tôt, et lui adressa un hochement de tête discret. Pas de discours, pas de grands gestes, juste un acte de gentillesse qui résonnait vers l'avenir. Eli Turner, le vétéran qui avait tout déclenché, avait maintenant un toit au-dessus de sa tête et des soins réguliers dans une résidence VA à proximité. On disait que son fils lui rendait souvent visite. Parfois, de jeunes soldats venaient en juste pour écouter ses histoires, pas seulement celles des batailles à l'étranger, mais celles plus discrètes menées ici, chez nous. Clara lui rendait visite quand elle pouvait. Il ne parlait en tout pas beaucoup. Ce n'était pas nécessaire. Elle portait toujours sa plaque militaire, gardait l'étoile d'argent dans une boîte simple près de son lit. Certaines nuits, elle passait ses doigts sur ses contours et chuchotait les mots de son grand-père. L'honneur n'est pas bruyant, c'est discret. Avec le temps, les gens passèrent à autre chose. L'histoire s'effaça des gros titres. La vidéo disparut des flux d'actualité. Mais ceux qui l'avaient vue, vraiment vue, s'en souviendraient. Pas parce que Clara s'était dressée, mais parce qu'elle l'avait fait quand c'était le plus dur. Parce qu'elle avait donné sans rien attendre en retour. Parce que dans un monde qui oublie trop souvent ses héros discrets, elle avait rappelé à tous ce qu'est la dignité quand personne n'applaudit. Dans un monde qui va plus vite que la plupart d'entre nous ne veulent l'admettre, il est facile de manquer les moments discrets
où le vrai caractère se révèle. Clara James n'a pas défilé, elle n'a pas protesté, elle n'a rien publié. Tout ce qu'elle a fait, c'est offrir une assiette chaude et un moment de dignité à un homme que le monde avait déjà rejeté. Et d'une certaine manière, cela suffit à ébranler toute une ville. Cette histoire ne parle pas seulement d'une serveuse ou d'un vétéran. Elle parle de nous, de la façon dont nous choisissons de traiter les gens quand nous pensons que personne ne regarde, de la valeur de la gentillesse sans caméra, du coup de faire ce qui est juste quand personne ne vous applaudira. Combien de personnes avons-nous ignorées au supermarché, sur un banc de parc ou même à notre propre table familiale? Combien de fois laissons-nous la peur, les règles ou l'orgueil parler plus fort que la compassion? Dans l'Amérique d'aujourd'hui, où la solitude grimpe et le respect semble une relique, l'histoire de Clara nous rappelle que l'honneur n'est pas toujours dans une médaille. Parfois, il est dans un murmure, un café, un repas chaud. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà été témoin d'un moment comme celui de Clara? Avez-vous déjà défendu quelqu'un quand ce n'était pas facile? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre à agir. Merci d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. Si cette histoire a touché votre cœur, pensez à aimer, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui croit encore au courage discret. Ici, sur notre chaîne, nous racontons des histoires sincères pour ceux qui n'ont pas oublié ce que signifie la dignité. Parce que certains héros ne portent pas d'uniforme.